Ouais, bonjour à tous pour cette présentation Pocket de notre programme 2021. Je suis Lucille Galliot, je suis la directrice de la collection pour Pocket et pour Outre-Fleuve de la collection Star Wars, donc tous les romans Star Wars, qui sont publiés en France, les romans adultes et les romans jeunesse YA, c'est-à-dire Young Adult. Et je ne suis pas toute seule pour cette présentation, je vais être accompagnée par 3 personnes. Première personne, Absolute. Est-ce que tu peux te présenter, Absolute ? Alors bonjour, moi je suis Absolute, donc je suis youtubeur Star Wars, et voilà, ça fait extrêmement plaisir d'être invité pour cette présentation. On a également Len Nangsu avec nous. Bonjour tout le monde, Lei Nangsu, staffeur littérature depuis, je ne compte plus les années sur Star Wars Universe, donc staffeur littérature, donc je lis beaucoup de Pocket, hein, logiquement, et aussi petit spécialiste de la continuité Star Wars, hein, puisque la littérature englobe à la fois les romans, les comics et toutes les histoires majeures de Star Wars. On a également le plaisir d'accueillir Lloyd Cherry avec nous. Bonjour Lloyd. Bonjour, moi c'est Lloyd. Je suis journaliste pour le magazine Le Point et j'anime un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Donc je suis spécialisé dans tout ce qui est les littératures de l'imaginaire et particulièrement la science-fiction. Voilà, alors merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. L'objectif c'est donc de présenter le programme Pocket pour l'année prochaine, mais plus particulièrement en fait de faire un coup de projecteur sur une grande saga littéraire qui va commencer l'année prochaine aux États-Unis. Et qui s'appelle La Haute République. Donc c'est une nouvelle ère de la littérature Star Wars qui débute. Et on voudrait présenter ça et présenter aussi le projet du côté de la France, du côté de Pocket, ce qu'on va faire à ce sujet. Et du coup, l'idée c'était non pas de faire une présentation un peu bateau du programme, mais de vraiment montrer les grands points forts de cette nouvelle saga littéraire qui va commencer. Et comme on sait que chacun vous êtes très intéressé par cette nouvelle saga et un peu spécialisé sur différents sujets, on vous a demandé de venir pour nous présenter ça aux internautes. Et du coup, on va pouvoir commencer en parlant de l'univers étendu de manière générale. Lloyd, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors moi je vais parler surtout des livres, puisque l'univers étendu, il est quand même très étendu. Il y a les films, les séries, les jeux vidéo, enfin bref, tout le monde connaît très très bien de quoi on va parler. Mais moi je vais faire un focus sur les bouquins, puisque à une époque, il y avait que les livres, entre guillemets. Il faut savoir que la novélisation de Star Wars a commencé très rapidement. Dès la sortie des films, il y a eu en fait une novélisation pour les 3 premiers, donc La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, qui sont sortis dès le moment où les films sortaient. Et puis en fait, il y a eu une petite pause. Il y a eu un essai de George Lucas en 78 qui a pas forcément fonctionné, et il y a eu un renouveau de la franchise Star Wars. Et le renouveau est venu entre autres grâce aux livres. Et ça a commencé dans les années 90, en 91 aux États-Unis, en 92. Tout de suite, Pocket, Fleuve Édition ont commencé à publier ces livres-là. Alors pour les adultes, il y avait La Croisade Noire du Jedi Fu de Timothy Zahn, une trilogie qui est cultissime, je pense. Enfin moi personnellement, c'est ce qui a été fait peut-être de mieux en termes de novella, de romans Star Wars, mais on en discutera peut-être tous ensemble. Et donc c'est Timothy Zahn a imaginé 2 personnages. Un très très culte qui s'appelle le grand amiral Thrawn, qui est maintenant plutôt à la mode et qui revient en ce moment. Il avait aussi imaginé Mara Jade, qui a aussi beaucoup marqué les esprits. En même temps, Pocket a sorti une collection jeunesse avec des romans jeunesse Star Wars. Moi, j'ai commencé avec la saga du Prince Kent. Voilà, Dola, c'est Paul Davids. Donc c'était au milieu des années 90. Il faut savoir qu'à l'époque, on pensait pas qu'il y aurait une trilogie. Hein. C'était les livres Star Wars, c'était pour nous la suite, quoi. C'était vraiment soit la suite, soit un peu de spin-off qu'on avait. Mais pour nous, c'était la suite, c'était La Croisade Noire du Jedi Fu. Il y a eu après le mariage de la princesse Leia en 94, puis Les Ombres de l'Empire. Alors Les Ombres de l'Empire, c'était spécifique parce qu'il y avait Shadow of the Empire qui était sorti en même temps, un jeu vidéo culte, surtout sur 64, qui avait pas mal marqué les esprits. Et puis il y a eu Les Jeunes Chevaliers Jedi avec les enfants Solo, Jaqen, Jaina. Donc tout ça, moi j'ai lu, c'était vraiment, ça faisait partie de mon époque. Je lisais ça à la fin des années 90. Et puis la prélogie est arrivée. Et la prélogie a fait beaucoup de bien puisqu'elle a relancé
aussi une certaine hype. Il y a eu les comics. Alors les comics existaient déjà dans les années 90. La Croisade Noire du Jedi Fu avait déjà été adaptée. Puis donc la prélogie est arrivée. Il y a eu les Clone Wars. Ça a relancé aussi pas mal de choses, et il y a eu aussi d'autres très très bons livres. Je pense à Point de rupture, à Dark Plagueis qui raconte la jeunesse de Palpatine, et puis aussi Les Apprentis Jedi qui racontait la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi. Donc on a pu manger beaucoup de Star Wars. Il y a eu aussi l'arrivée de Star Wars KOTOR, Knight of the Old Republic, qui moi je fais partie des gens qui considèrent que c'est le meilleur jeu vidéo Star Wars all the time. Et ça aussi, KOTOR a pu relancer de nouveaux romans, notamment il y a eu pas mal de romans qui se passaient pendant cette saga-là. Donc en fait, depuis 91, il existe des romans Star Wars, et qui vont connaître une nouvelle entre guillemets renaissance, puisque cette partie-là est dans ce qu'on appelle le canon légende. Quand il y a eu le rachat par Walt Disney Company, du coup une partie en fait des romans se sont retrouvés dans la partie catégorisée, dans la partie légende, et il y a un univers maintenant qui est plus entre guillemets officiel. Et justement, ce qui est intéressant, et on va parler de ça aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle série qui arrive, et qui a été pensée, qui a été travaillée pour ça, et qui va se passer dans la entre guillemets la nouvelle et la haute république. Donc j'ai hâte de voir ça. Tout à fait. Juste pour compléter un petit peu du côté français, là ça va faire depuis 2016 que Pocket publie des livres canons. Il y a eu le rachat en 2012, 2014, les Américains ont commencé à réécrire des romans, et 2016 Pocket s'y est mis aussi. Et là, en 4 ans, on a déjà une petite trentaine de romans adultes et une dizaine en jeunesse. Pocket jeunesse. Voilà, donc c'est aussi un canon qui est florissant et qui commence à bien se développer, à bien se densifier. On a traduit aussi quelques romans chez Outre-Fleuve, principalement les novélisations des films qui sortaient au fur et à mesure de la sortie des films. Et voilà, et puis on a aussi les livres numériques chez 12-21, où là aussi on a une centaine de romans qui sont disponibles, entre autres beaucoup de romans légendes dont tu parlais, qui ont été numérisés pour le plaisir de beaucoup, parce que parfois c'est très difficile de les trouver en version papier. Et donc voilà, une centaine de romans désormais qui sont disponibles chez 12-21. Voilà, pour le côté français de l'univers étendu en roman. Et du coup, comme tu disais, cette nouvelle saga de la Haute République qui commence, c'est Absolute qui va nous la présenter un petit peu. Quand est-ce que ça a commencé exactement ? Alors, dans un premier temps, le projet concernant la Haute République, il était connu sous le nom de projet Luminous, et il nous était teasé par une phrase prononcée par Obi-Wan Kenobi dans Un Nouvel Espoir, qui nous expliquait le principe de la Force. Donc on lançait le projet sur une phrase assez mystérieuse, assez mystique. Puis ensuite, le 24 février 2020 aux États-Unis, le mystérieux projet Luminous se révèle un peu plus, avec notamment son nom, qui est désormais la Haute République, et il traite donc d'une époque avoisinant les 200 ans avant la période traitée dans les films, et notamment l'épisode 1, La Menace Fantôme. Et ce même jour, ce sont 3 romans et 2 séries de comics qui sont annoncés, donc c'est un projet presque exclusivement littéraire, car la période sera aussi un petit peu abordée dans un jeu vidéo en réalité virtuelle. Voilà. Alors Lane, qu'est-ce que tu voulais ajouter à ce sujet, je crois ? Justement, le jeu vidéo, de par les différents reports qu'il y a eu à cause de la crise du Covid, tous ces livres devaient sortir au mois d'août, septembre de cette année, donc 2020, et le jeu vidéo devait sortir la semaine dernière. Tous les livres ont été reportés à janvier 2021. Le jeu vidéo a été maintenu sur la date de novembre 2020. Et donc, ce jeu vidéo est déjà sorti. C'est un jeu vidéo qui se passe pour sa partie présente à l'époque de la post-logie, donc entre les épisodes 8 et 9 de la saga Skywalker Star Wars. Cependant, comme ça se passe sur la planète Batuu, qui est la planète du parc d'attractions de Galaxy's Edge, sur cette planète, il y a une cantina avec un barman qui, lui, lance
d'autres types de missions dans le jeu vidéo, dont des missions qui se passent des années avant. Et il y a notamment une mission qui se passe plus de 260 ans plus tôt, et qui donc traite un petit peu de cette période, avec notamment une padawan, si je dis pas de bêtises, et son maître, qui n'est nul autre que Yoda. Donc, bien que tous les médias de ce projet, de l'époque Haute République, ont été reportés, on a déjà pu, pour ceux qui possèdent une case de réalité virtuelle, mettre un peu les mains dessus et pouvoir appréhender un petit peu cette période en attendant la rentrée la nouvelle année pour ceux qui lisent en anglais, et on espère pas longtemps après pour ceux qui lisent en français. C'est un joli clin d'œil, ça permet déjà de rentrer un peu dans cette ère de la Haute République. Et en fait, moi, ce que je voulais juste rajouter, c'était qu'au niveau de ce projet, à la base, on a Michael Stiglen. Je sais pas si vous connaissez ce nom. En fait, c'est le directeur artistique de Lucasfilm Publishing. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un projet qui se veut littéraire. Et ça, c'est complètement nouveau depuis le rachat par Disney, parce que on a toujours eu les films et les séries qui était le moteur principal en fait du storytelling. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de remettre les auteurs au centre de l'histoire. Et c'est eux qui vont créer, qui créent déjà et qui vont continuer de créer cette histoire autour d'un noyau, en fait, un noyau commun. Et tous ces romans vont être rattachés à ce noyau commun. Et alors, justement, cette histoire commune, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Len ? Alors oui, donc comme l'a dit Absolute, on se passe donc 200 ans tout pile avant l'épisode 1, donc on est 232 ans avant l'épisode 4, et on est vraiment sur une période où c'est l'âge d'or de la République. La République se porte à merveille, il y a pléthore de Jedi disponibles pour maintenir la paix et la justice dans la galaxie. Mais justement, la galaxie, à cette époque-là, la bordure de la République, on peut dire que ça s'arrête vraiment à la bordure médiane, et que la bordure extérieure, elle, est vraiment une zone un peu pas de non-droit, mais c'est le nouveau Far West. On est sur une période d'extension, et le but, c'est de quitter un peu les mondes surpeuplés du noyau pour aller vers de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles richesses dans ces terres inexplorées que sont la bordure extérieure. Et donc, les Jedi sont toujours, bien sûr, un peu le fer de lance de ce mouvement, puisqu'ils sont là quand même pour s'assurer que tout se passe bien. Ils sont là pour garder la paix, la justice. Donc, dans cette nouvelle conquête, on va pas dire de l'Ouest, mais de l'extérieur, ils sont un peu les Texas Rangers, les gardes frontières. Parce qu'on peut utiliser d'autres comme termes pour les décrire, mais ils sont là vraiment pour maintenir la paix, et la saga va démarrer quand on va inaugurer quelque chose de magnifique dans cette bordure extérieure, quelque chose qui est censé un peu unifier tous ces mondes, en tout cas amener la civilisation dans ces mondes. Il s'agit d'une gigantesque station spatiale qui s'appelle Starlight Beacon, et la saga démarre avec, on va dire, l'inauguration de cette station / temple Jedi un petit peu, et ça, on espère, la République espère que ça amènera beaucoup de monde sous son giron, et que ça amènera la paix dans ces terres qui ne sont pas tout à fait vides, puisque qui dit nouvelle saga dit nouveaux ennemis. On trouve dans la bordure extérieure le peuple des Nihil, qui sont un peu comme des vikings de l'espace, des maraudeurs, et eux, bien sûr, la seule chose qui les intéresse, c'est leur richesse personnelle, leur gloire personnelle, et qui sait peut-être s'étendre dans cette bordure. On n'en sait pas encore beaucoup sur eux, ni en quoi ils vont affronter les Jedi à cette époque, mais ce qu'on sait, c'est que dans cette bordure extérieure, principalement, on a les Jedi d'un côté, les Nihil de l'autre, et la République qui aimerait bien s'étendre. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les Jedi n'ont pas vraiment le même rapport avec la République que celle 200 ans après, au moment de la menace fantôme, où on voit que c'est vraiment... les Jedi font partie de la République, sont vraiment les gardiens de la paix qui répondent aux ordres de la République.
Ici, ils ont vraiment une indépendance qui est assez importante, mais ils restent quand même les éclaireurs de la République, et dans ce travail vers la bordure extérieure où la République n'ose pas trop encore aller, les Jedi sont déjà là et font déjà le travail de paix et de présentation un petit peu de ce que peut être la République et de vivre au sein de la République. Ils présentent aux autres planètes, aux autres peuples qui connaissent pas encore bien la République, ce que ça pourrait être de vivre avec elle sous son régime. Et d'ailleurs, donc la Starlight Beacon, donc c'est vraiment une station qui appartient à la République, mais il va y avoir un temple Jedi à l'intérieur, d'où la présence des Jedi aussi dans cette station. Oui, et puis on voit bien je trouve le partenariat des deux, c'est-à-dire qu'à la fois on a la République qui demande aux Jedi d'aller mettre en place des avant-postes dans cette bordure extérieure, donc des mini temples Jedi dans cette bordure extérieure. Donc c'est le genre de temple qu'on a vu par exemple sur la planète Lothal dans Star Wars Rebels. C'est typiquement le genre de temple que les Jedi ont été mettre en place à la demande de la République, mais en même temps, on a une République qui accepte de laisser les Jedi prendre le dessus, parce que par exemple, la Starlight Beacon est dirigée par un Jedi, et on a des exemples aussi où quand un pilote de vaisseau ou un commandant se retrouve dans une situation un peu critique, il accepte de se mettre en retrait et de laisser le Jedi contrôler à sa place. Donc on a à la fois les Jedi qui répondent à la République, mais les Républiques qui répondent aux Jedi. Donc on a vraiment une symbiose assez forte entre les deux. Voilà, une symbiose, mais en effet ils restent très indépendants l'un par rapport à l'autre, et je pense que ça serait intéressant de voir comment ça évolue petit à petit pour arriver à la situation de la menace fantôme, où justement on voit qu'il y a petit à petit que ça finit par assombrir l'ordre Jedi, justement ce partenariat. Voilà, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les auteurs qui sont à l'origine de ce grand projet. Donc je vous ai parlé de Michael C. Glenn, qui est le directeur littéraire pour Lucasfilm Publishing, mais il y a aussi donc 5 auteurs que Michael a choisis, qui sont des auteurs qui avaient déjà travaillé plus ou moins avec Star Wars. Est-ce que Lane, tu veux nous en parler un petit peu ? Donc déjà le roman qui lance un peu la saga, qui d'ailleurs donne son nom à la phase 1 de la saga, qui est intitulé Light of the Jedi. C'est un roman adulte qui sera écrit par Charles Soule. Donc Charles Soule, jusqu'à présent, on le retrouve notamment sur des comics Star Wars. Il a récemment signé la mini-série L'Ascension de Kylo Ren, qui montre comment le personnage de Ben Solo passe du côté obscur. On l'a retrouvé avant sur des séries comme Dark Vador. En ce moment, il est sur la série Star Wars. Bref, c'est quelqu'un qui est assez prolifique en termes de comics Star Wars. Il faut savoir que c'est pas son premier roman. Il écrit des romans, on va dire personnels, qui sont pas licenciés. Là, il arrive donc pour la première fois dans l'univers Star Wars avec un roman adulte. Donc ça, c'est le roman qui lance la période, et ensuite il va y avoir d'autres œuvres qui rebondissent un peu sur certains événements de ce roman. Un premier écrit par Claudia Gray. Donc Claudia Gray, c'est une autrice de romans Star Wars maintenant depuis pratiquement le rachat. Elle va pour la période High Republic va écrire un roman jeune adulte. C'est pas son premier roman jeune adulte, puisqu'on la retrouve dès 2015 sur un roman qui s'intitule Étoile perdue, donc déjà disponible en français. Ensuite, elle a écrit un roman adulte qui s'appelle, je l'ai là, Lien du sang, un roman qui nous montre une Leia dans la nouvelle République, quelques années avant le réveil de la Force, avant l'épisode 7. Donc encore une fois, Claudia Gray, c'est quelqu'un d'assez solide, qui a écrit pas mal de romans dans l'univers Star Wars. Et donc, il ne fait aucun doute qu'ici, on la retrouvera de nouveau au sommet de sa forme. Ensuite, on va avoir un dernier roman qui sera un roman jeunesse, écrit par Justina Herland, à qui on doit déjà quelques romans jeunesse dans l'univers Star Wars. Elle a écrit un roman qui se passe entre les épisodes 8 et 9 de la saga, où on suit une Rey en pleine mission pour la Résistance. Elle a écrit aussi un roman sur Lando et le Faucon Millenium. Donc encore une fois, c'est pas quelqu'un qui fait ses premières armes en littérature Star Wars. On a déjà pu la retrouver ces dernières années.
À côté de ça, va y avoir donc 2 séries de comics. Une série de comics jeunesse, publiée chez IDW, qui sera scénarisée par Daniel José Holder, voilà, à qui on doit déjà un roman Star Wars, Baroque d'honneur, donc disponible en français. C'est un roman où on suivait, sur plusieurs périodes, où on suivait soit Han, soit Lando. Voilà, c'est les mêmes personnages qu'on suit à 3 périodes, Han et Lando, à bord du Faucon Millenium. Voilà, donc c'est vraiment un roman qui va un peu tourner autour du Faucon Millenium et des personnages qui l'ont possédé. Donc Daniel José Holder, donc pareil, encore quelqu'un qui fait pas ses premières armes sur Star Wars. Et le dernier qui va scénariser la série de comics cette fois adulte, qui sera disponible chez Marvel, c'est Cavan Scott, à qui on doit déjà pas mal de comics jeunesse, et aussi quelques romans eux aussi jeunesse, notamment la très bonne série Adventure in Wild Space. Bon, c'est le roman anglais, mais ça existe aussi en français chez la Bibliothèque Verte. Donc encore une fois, on voit bien que sur ce projet, on n'a pris que des auteurs qui ont déjà écrit dans l'univers Star Wars et qui ont déjà fait leurs premières armes. Et donc c'est pas quelqu'un qui se retrouve parachuté dans cette vaste galaxie. On a vraiment que des gens, on va dire, de confiance. Exactement. Et je sais pas si vous avez vu un peu l'historique de la création en fait de ces romans de la Haute République. En fait, les auteurs se sont retrouvés à 2 reprises au Skywalker Ranch autour de Michael Siglen, donc dont j'ai déjà parlé, mais aussi du Story Group et puis de leurs éditeurs. Et ils ont fait 2 séjours là-bas où ils ont vraiment fait un énorme travail de brainstorming pour essayer de créer, de structurer, de façonner cette nouvelle histoire. Et ça nous a donné un point de départ, en fait, un événement qui lance cette histoire-là et qui sera commun à tous les romans et comics. Et du coup, ce qui est assez original, ouais, vas-y, Len. Ouais, je disais qu'on voit bien la synergie parce que rien que là j'ai cité roman adulte qui sera chez Del Rey, des romans jeunes adultes jeunesse qui seront donc chez Disney Publishing. Après j'ai cité Marvel, j'ai cité IDW, donc on a vraiment une synergie donc des maisons d'édition et des auteurs. Et d'ailleurs ce que tu parles sur la table ronde, ça me rappelle un peu les grandes sagas Legend. Comme le Nouvel Ordre Jedi ou l'Héritage de la Force, où pareil, le point de départ de chacune de ces sagas, c'était toujours de réunir un petit nombre d'auteurs qui travailleraient dessus dans une pièce et de prévoir la ligne directrice de cette saga, et ensuite chacun rentre chez soi et écrit son histoire, et il y a une communication constante entre tous ces auteurs, à la fois pour les tenir au courant ceux qui viennent après, mais aussi pour retrouver des éléments communs d'une histoire à une autre. Donc il y a un petit rappel de l'âge d'or des grandes sagas littéraires Star Wars avant le rachat. Tout à fait. Et donc du coup, ce qui est assez original, c'est qu'au début de chaque roman et comics, on va avoir le même texte d'introduction. Alors je vais vous le lire. C'est la version française, donc traduite, de ce texte d'introduction pour la Haute République. Donc la version Pocket. Ouais, la version Pocket. Enfin non, ce serait la version pour tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux en France qui sortiront des romans ou des comics Haute République utiliseront le même texte. Ou Panini aussi. La galaxie est en paix, placée sous le règne de la glorieuse République, ainsi que sous la protection des nobles et sages chevaliers Jedi. Symbole du bien sous toutes ses formes, le flambeau stellaire est sur le point d'être inauguré par la République dans la bordure extérieure. Cette nouvelle station spatiale aura pour rôle de porter la lumière et l'espoir jusqu'aux confins de la galaxie. Mais tandis qu'un formidable vent de renaissance souffle sur la République, un nouvel adversaire effrayant déploie ses forces. Les gardiens de la paix et de la justice doivent dès lors faire face à une menace pesant sur l'ordre, la galaxie et la force elle-même. Voilà, ce texte, il va introduire chacun des romans et des comics. Donc on a parlé de la Starlight Beacon, donc cette station spatiale qui va être ouverte aux confins de la galaxie, dans la bordure extérieure, et que nous avons traduit par flambeau stellaire en français. C'est une traduction qui a été choisie en concertation avec les différents acteurs de cette saga en France, les différents éditeurs qui vont publier les livres et les comics, et aussi avec Disney France,
De même que les Américains ont eu un travail de groupe, un travail d'équipe pour choisir les noms, de même, nous, pour la traduction, on a vu ça tous ensemble, pour qu'il y ait une vraie homogénéité, et puis aussi, plus on est de fous, plus on rit, et plus il y a de bonnes idées quand on est plusieurs. Voilà, donc la Starlight Beacon, donc le flambeau stellaire, et puis après, quels autres titres, quels autres termes je peux vous donner? High Republic, c'est la Haute République, mais ça, il n'y a pas vraiment d'étonnement. Les Nile en anglais vont être les Nil en français, mais ça s'écrit exactement pareil. Et puis, en fait, ce qui se passe au début de cette histoire, ça va être un great disaster, donc une grande catastrophe qui va lancer l'histoire. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça, Lane? C'est ce que je disais tout à l'heure sur le livre de Charles Soule, Light of the Jedi. C'est le livre qui lance donc cette saga, et donc c'est aussi le livre où cette catastrophe arrive. Donc c'est une catastrophe qui est encore assez mystérieuse. On a eu les 8 premiers chapitres de ce livre qui ont été publiés par Del Rey. Donc on voit un peu ce que c'est la catastrophe, on voit que c'est lié à l'hyperespace, on voit que des choses qui devraient pas arriver arrivent, notamment trouver des obstacles au sein même de l'hyperespace. Jusqu'à présent, on croyait que c'était impossible dans la galaxie Star Wars. Quand un vaisseau rentre dans l'hyperespace, il rentre dans son propre tunnel, il y a rien d'autre qui peut s'y trouver. Et donc on voit que ce problème va en amener d'autres, c'est un peu l'effet boule de neige, et va finalement bloquer toute cette bordure extérieure, la rendre presque inaccessible, mais c'est bien beau de découvrir ce problème, d'en voir les conséquences, mais ce qui est intéressant surtout, ça sera d'en découvrir la cause, savoir si c'est quelque chose de naturel, si c'est quelque chose de voulu, et comment essayer de régler tout ça pour essayer d'ouvrir de nouveau cette bordure extérieure, qui aurait dû être ouverte grâce au flambeau stellaire, mais finalement, quelque chose arrive et la bordure extérieure se retrouve fermée. Cette grosse catastrophe qui va provoquer des cataclysmes, et les Jedi vont être appelés à la rescousse, et vont se présenter sur place pour essayer de sauver un système entier qui se retrouve sous une pluie de débris. Et voilà, donc ça c'est vraiment le point de départ. Et après, à partir de ça, va se déployer toutes sortes d'histoires qui vont avoir ce noyau-là en commun. C'est ça, toutes les autres œuvres vont partir de cette catastrophe qui va pas toucher qu'un seul système stellaire, et donc on va voir comment d'autres groupes réagissent face à cette catastrophe et les aventures associées, même si on a l'impression que en tout cas moi ce que j'en ai lu aujourd'hui des œuvres, chacun essayait d'aller vers le flambeau stellaire et tout le monde se retrouve en chemin obligé de faire étape et de régler. Alors on a déjà certains personnages qui nous ont été présentés sur le site de starwars.com, donc le site officiel. Starwars.com a fait une petite un site parent, plutôt enfant, sur la Haute République, et nous donne régulièrement des articles de présentation de personnages, de véhicules, de lieux, etc. Et donc du coup, Absolute, est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu des personnages qu'on nous a présentés jusqu'à maintenant? Alors j'en ai choisi 5-6 à peu près, les principaux, et je m'excuse d'avance pour la prononciation des noms. Donc le personnage phare de ce projet, c'est Avar Kriss, c'est une maître Jedi, et elle est décrite comme brillante et noble, et elle ne se met jamais en avant et cherche toujours le positif chez un individu. Elle vit la plupart du temps dans les régions reculées de la galaxie, elle est compatissante et toujours prête à se sacrifier pour ses pairs. Donc vient ensuite le maître Jedi Twi'lek Loden Greatstorm, qui est considéré comme l'un des meilleurs professeurs de l'ordre, puissant et sage. Il est également doté d'un bon sens de l'humour, et c'est un personnage particulièrement dévoué envers ses padawans qu'il cherche à tout prix à faire progresser. Et on le retrouvera lui aussi dans le roman phare Light of the Jedi. On a aussi Kyv Reynis, qui est une brillante chevalier Jedi, qui est promise à un grand futur, mais encore faudrait-il qu'elle s'en persuade. Vive d'esprit mais parfois impulsive, Kyv est déterminée à faire ses preuves aux côtés de la maître Avar Kriss. Nous avons également Stellan Gios, qui est un maître Jedi qui est arrivé au temple en même temps que Avar. Ils ne sont que rarement amenés à effectuer des missions ensemble, mais lorsque cela se produit, ils forment une équipe incroyable.
Et nous avons aussi Vert de son côté, qui est une Myryalan. C'est une ancienne apprentie de Stellan qu'on vient de voir. Et alors qu'elle vient d'être nommée chevalier à seulement 15 ans, elle compte bien prouver à ses pairs qu'elle a le talent requis pour se mesurer aux adultes, mais qu'elle peut également servir d'exemple aux jeunes apprentis. Et enfin, le dernier personnage que j'ai à vous présenter, c'est Skir, un personnage qui m'intéressait beaucoup et qui m'intriguait. C'est un maître Jedi Trandoshan. Donc c'est un personnage grognon, mais aussi particulièrement honnête, qui n'hésite jamais à dire ce qu'il pense, et cependant ce comportement sera rapidement amené à changer, car il doit faire face à un secret qui le ronge de l'intérieur, et nous le trouverons dans la série de comics principale de ce projet. Donc voilà pour les personnages que j'ai choisis. Et alors, il y en a un que tu n'as pas nommé, et qu'on connaît déjà, et qui, à cette époque, était déjà vivant, était déjà même dans un âge mûr. Qui est-il? Une petite Il s'agit bien sûr donc il s'agit bien sûr de Yoda. C'est ça qu'on verra dans le comics High Republic Adventures, donc le comics jeunesse, écrit par Cavan Scott. Daniel José Holder, qui donc présentera Yoda dans la force de l'âge. Et voilà, bien sûr, on est tous impatients de le retrouver à cette époque-là. Peut-être avec un peu de cheveux, je ne sais pas, on verra. Ouais. J'ai un doute, mais je crois que c'est pas le seul qui est déjà connu. Il y a notamment le vieux maître Jedi qu'on voit dans The Clone Wars, je crois, qui aide les Padawan à construire leur sabre laser, je crois, qui devrait être aussi présent dans la période. Tout à fait possible. Donc il y aura on a quelques espèces comme ça qui ont une durée de vie un peu plus longue que les humains, et donc qui peuvent potentiellement être là sur la période de la saga Skywalker et dans la période de la Haute République. On a aussi ouais. Et ce que j'aime bien dans la présentation qu'a fait Absolute, c'est qu'on se rend bien compte il nous citait un personnage en nous disant c'est le Padawan 2, et en fait son maître, on le retrouve dans tel comics, le Padawan, on le retrouve dans tel roman. Après, c'est l'ami 2 qui est dans tel livre, l'ami est dans l'autre. Et donc, on a vraiment toutes les œuvres qui s'entremêlent les unes avec les autres, d'autant plus qu'a priori, tous ces personnages voulaient aller vers le Starlight Beacon, le flambeau stellaire. Et donc, tout le monde est interrompu en chemin. Et donc, on a vraiment plein de liens, rien que sur les personnages, au-delà sur les lieux, les technologies, la période, etc. Tous les personnages, entre guillemets, se connaissent un peu, en tout cas tous les Jedi, se connaissent un peu les uns les autres, et chacun se retrouve dans son petit coin de galaxie à devoir gérer l'autre ses point soucis. Qui est vachement intéressant sur ces Jedi de cette époque-là, c'est qu'ils vont être présentés chacun avec leur talent spécifique. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément dans la prélogie, où on nous présentait bien l'ordre Jedi, comment il fonctionnait. Et là, en fait, on a des Jedi qui tous peuvent manipuler la Force, mais ils vont tous développer des talents vraiment particuliers, et aussi donc des pouvoirs particuliers. Par exemple, Avar Kriss, elle a la possibilité d'être vraiment en lien avec tous les Jedi en même temps, et d'être un peu le chef d'orchestre. Quand il y a une opération Jedi en cours avec plusieurs Jedi, c'est elle qui va être la chef d'orchestre, parce qu'elle a la capacité d'entrer en contact avec chacun et à relier chacun les uns avec les autres. Donc ça, c'est pour donner un petit exemple de caractéristiques vraiment spéciales à chacun. Et ça, c'est vachement nouveau en fait dans Star Wars. On n'avait pas forcément des sensibilités spéciales par personne. Et puis aussi, c'est nouveau dans le canon, mais pas en Legend. Oui. En Legend, on avait des pouvoirs un peu particuliers Avar Kriss, son pouvoir me fait beaucoup penser à Bastila Shan, qui était capable avec sa méditation de combat un peu de. C'est ça, on revient un peu vers là. Et c'est vrai que dans la menace fantôme, dans la prélogie, on voyait pas forcément ça dans l'ordre Jedi. Et puis aussi, ils vont tous avoir une perception de la Force assez différente. On va avoir certains qui vont voir la Force comme une grande mer, et chacun étant un petit ruisseau. On en a d'autres, ça va être Avar Kriss par exemple, c'est plutôt la musique. La Force est un grand champ musical, et voilà, donc il y a des perceptions différentes de la Force aussi chez tous, et ce qui permet aussi de renouveler énormément les descriptions d'utilisation de la Force. Et puis dans ces personnages, on a également quelques Padawan qui sont très attachants. Je pense entre autres à Buryaga, donc qui est un Padawan Wookiee. Moi, je l'apprécie beaucoup. Il m'a fait beaucoup penser à Lobaka et
donc qui est le neveu de Chewbacca dans le Legends. Et puis aussi Tivoca qu'on retrouvait comme maître Jedi Wookiee. Voilà, donc ça c'est pour les Jedi. Est-ce que tu as quelques personnages chez les méchants à nous présenter, Absolute? Alors, chez les méchants, non, pas vraiment. J'avais les Nihil qu'on a vu tout à l'heure, et puis il y avait quelques concept art qui sont sortis, mais j'ai pas noté les noms. Oui, on a les Drengir aussi, qui sont sortes de plantes douées de conscience, voilà, qui seront aussi les antagonistes des Jedi dans tous ces romans et ces comics. Et puis, parmi les Nihil, on a un personnage qui s'appelle Marchion Ro, dont on nous a présenté un concept art et qui est un personnage extrêmement intéressant. Voilà, il faudra être attentif à ce petit gars-là qui a un plan pour les Nihil assez excellent. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la technologie à cette époque-là, parce que donc on est 200 ans avant la menace fantôme. Alors, est-ce qu'il y a un bond énorme au niveau de la technologie? On sait déjà qu'ils voyagent dans l'hyperespace. Et voilà, mais donc ils ont déjà ce moyen de se déplacer. Donc, ça fait 200 ans, ça fait 2 siècles en fait, mais ils avaient déjà cette capacité-là. Et aussi, on voit dans la technologie, dans les vaisseaux, etc., qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très familières. Et puis, il y a d'autres points qui montrent vraiment que on est vraiment plus tôt, on est vraiment 2 siècles avant. Donc on a par exemple les vêtements des Jedi vont être beaucoup plus médiévaux. On a aussi les sabres laser. Je sais pas si vous en avez vu quelques-uns qui passaient. Les sabres laser de cette époque-là sont complètement retravaillés au niveau esthétique. Ils ont un côté beaucoup plus médiéval. On est beaucoup plus proche d'une Excalibur. Et donc ces sabres laser médiévaux, on a entre autres souvent la garde qui reste visible, contrairement au sabre laser des Jedi qui est juste un tube en fait, et voilà, et la lame. Et là en fait il y a souvent les gardes qui sont conservés pour faire vraiment ce côté Excalibur. On en a certains qui se tiennent aussi à 2 mains pour faire vraiment ce côté grande épée. Voilà. Et puis au niveau de la technologie, on repère avec les vaisseaux par exemple que les vaisseaux sont plus anciens, sont plus fragiles. Il y a aussi le fait qu'il y a des vaisseaux qui sont spécialement faits pour les Jedi et pour leurs réflexes et leurs capacités spécifiques. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et avec certaines choses qui sont moins évoluées, les droïdes ont l'air moins évolués. Les équipements d'holoprojection aussi, enfin voilà, donc on sent qu'ils ont vraiment travaillé ce côté, voilà, on est 200 ans avant, qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce qui n'existe pas encore, ou à quel niveau on est de perfectionnement, et donc c'est assez agréable de voir qu'il y a eu vraiment cette étude-là, cette réflexion faite. Et qu'est-ce qui existera encore dans 200 ans puisque un peu pour préparer la période, avant même qu'on en sache quelque chose, elle a été mentionnée dans un certain nombre d'œuvres, que ce soit des romans ou des comics. Vous pouvez retrouver la liste sur Star Wars Universe, mais notamment dans le comics Dr Aphra, il y a le Dr Aphra, docteur en archéologie, donc on voit vraiment qu'elle est vraiment faite pour redécouvrir cette période un peu, qui se retrouve à piloter un vaisseau de cette période. Donc on a aussi pas mal de petits liens dans ce qu'on va appeler le présent de la voilà, de la allez saga. voir l'article donc de Lane sur Star Wars Universe, il nous a fait le relevé, voilà, le relevé de toutes les petites occurrences de la Haute République dans les romans et les comics actuels. Alors du coup, on va passer à une deuxième partie, la partie où je vais vous laisser me poser des questions sur cette Haute République et plus particulièrement sur le travail de Pocket là-dessus. Je vous laisse la parole. Alors je vais sûrement commencer. Moi je voudrais savoir comment Pocket va se situer vis-à-vis de ce nouveau cycle. C'est vrai que ce qui est hyper intéressant et moi je trouve qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une vraie réflexion puisque c'est un projet un peu transmédia. Il y a une vraie réflexion au niveau de la franchise Star Wars de se renouveler, de se relancer, et je pense que c'est important puisque c'est vrai qu'il y a un besoin de renouveau. Comment vous allez vous positionner, Pocket? Est-ce que vous allez créer des événements
pour relancer une hype autour des romans. Comment finalement on market ou on prépare une sortie Star Wars alors qu'il n'y a pas forcément de nouveautés à part le Mandalorian qui est en ce moment, alors qu'il n'y a pas forcément de gros films qui devraient sortir dans l'année prochaine ou les 2 prochaines années. Comment vous allez préparer ça ? Alors il se trouve que souvent on a un délai en fait entre une sortie américaine et une sortie en France. Il faut compter en général minimum 6 mois. Et de fait, on a souvent des livres qui sortent 1 an, voire 1 an et demi après. Donc il y a un écart en fait entre les sorties américaines et les sorties françaises qui font que souvent on n'a pas la possibilité de faire un lancement en même temps que les Américains et de profiter aussi du buzz qu'il y a autour de ce lancement aux États-Unis. Par exemple, la Throne qui vient de sortir, Throne Trahison, qui est donc le 3e d'une trilogie, il est sorti il y a plus d'1 an déjà aux États-Unis. Donc on va faire notre propre opération de communication dessus, on va pas du tout s'appuyer sur ce qui est fait aux États-Unis, même s'il peut y avoir d'autres choses qui, dans l'actualité Star Wars, peut être intéressantes par rapport à Throne, mais on est un peu décalé. Là, avec la Haute République, l'idée c'était vraiment profitons en fait de cette communication qui va être faite sur ce projet littéraire, sachant que c'est quand même super nouveau que le littéraire soit moteur en fait pour une période, pour la franchise en fait. C'est plus les films, et donc on va sortir des romans autour de ces films. C'est plus telle série The Clone Wars ou Rebels si on sort des romans autour de ça. C'est vraiment là les livres qui vont être nouveaux et qui vont lancer cette grande ère de la Haute République. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir profiter aussi de tout ce que les Américains vont pouvoir dire dessus, des vidéos de teasing qu'ils font, des vidéos de présentation, et que nous aussi, on puisse profiter de tout ça. Et donc, l'objectif, c'est de sortir au plus près, cette fois, les romans, au plus près de la sortie américaine. Du coup, pour le roman adulte qui est Light of the Jedi, qui sera chez nous La Lumière des Jedi, on a prévu de le sortir seulement 2 mois après, non pas 6 mois, non pas 1 an, mais 2 mois. Donc il sort début janvier aux États-Unis et chez nous ça sera en mars, plutôt fin mars, que sortira La Lumière des Jedi de Charles Soule. Donc on est ravis de pouvoir faire ça. Ça demande du travail de pouvoir le sortir seulement 2 mois après, je peux vous dire. Mais en même temps, c'est passionnant. Et puis, donc, du coup, ça va nous permettre, comme je te disais, de pouvoir rebondir directement et en même temps, en fait, sur les annonces que vont faire les Américains. Et on espère pouvoir profiter de cette machine médiatique américaine, mais aussi, du coup, de nous adapter à chaque fois. Quand il y a une vidéo qui sort, qu'on puisse l'adapter et la présenter aux Français aussi, avec du sous-titrage, etc. Et voilà, donc pour répondre à ta question. Donc ça, c'est le premier roman, La Lumière des Jedi. Et puis, on a le 2e roman, celui de Claudia Gray, Into the Dark, qui chez nous s'appellera En pleine ténèbres, et qui, lui aussi, sortira 2 mois après son grand frère américain. Et du coup, ça sera pour avril. Donc on aura, au mois de mars, La Lumière des Jedi, au mois d'avril, En pleine ténèbres. Est-ce qu'on peut imaginer un jour d'avoir un Français qui écrit un roman Star Wars, on est entre nous, mais je suis sûr que quelqu'un comme Absolute ou encore Yen serait parfait et ravi peut-être d'écrire un livre et une histoire dans l'univers de Star Wars. Quand est-ce qu'on verra un Français ? On voit qu'il y a des franchises qui le font, je pense à notamment Assassin's Creed, qui n'hésitent pas en fait à pour chaque pays demander à des auteurs ou à des spécialistes d'écrire des choses. Est-ce qu'un jour on pourra imaginer avoir un auteur français s'emparer un peu de la franchise Star Wars ? Alors, on a des auteurs qui écrivent sur des livres références, des livres sur les 2 côtés, pas encore dans la littérature. Il y a eu quelques Français qui ont écrit pour des novélisations d'épisodes pour la Bibliothèque Verte, entre autres. Ils ont fait ça. Ils ont eu l'autorisation d'écrire, mais c'était toujours en se basant sur les épisodes en question, donc il n'y avait pas vraiment de création en soi. Je sais que du coup il n'y a pas que des Américains, il y a aussi des Anglais, des Canadiens. Par exemple, l'auteur de Ahsoka, Kate Johnson, elle est canadienne. L'auteur de Cavan Scott, c'est un Anglais, par exemple. Donc il n'y a pas que des Américains. Pour l'instant, pas de Français en vue, enfin pourquoi pas. Après, il y a toujours ce qui est compliqué, c'est la langue. C'est-à-dire que quand on écrit en français,
il faut nécessairement le faire traduire en anglais pour qu'il soit accepté et autorisé par Lucasfilm. Et donc du coup, ça provoque des complications certaines. Je pense à Rebecca F. Kuang, je crois, son nom de famille, qui a écrit l'excellente saga The Poppy War, la guerre du pavot, je crois en français. Et là, récemment, elle a signé une des nouvelles du recueil d'un certain point de vue, épisode 5. Voilà, donc elle est chinoise, mais comme elle écrit en anglais déjà ses propres romans, bah ça aide à mettre un pied dans Star Wars et donc à commencer en tout cas à écrire du Star Wars avec une nouvelle dans ce recueil. Et comme on le voit avec le recueil précédent, hein, celui sur l'épisode 4, il y a certains des auteurs qui ont juste écrit une nouvelle dans le recueil, qui après ont écrit des romans entiers. On sait que des créateurs français, il y en a beaucoup dans l'univers Star Wars, des illustrateurs, etc. Après voilà, il y a cette barrière de la langue, alors pourquoi pas s'il écrit directement en anglais. Enfin voilà. Et pour l'instant, en effet, il n'y a pas d'auteur français qui est prévu d'être publié dans la franchise Star Wars. Super. Je peux vous parler en fait de tout le travail sur la traduction justement. Comme je vous disais, on va le sortir donc 2 mois juste après. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait pour unifier les traductions et faire en sorte que, comme vous le savez, ça va être plusieurs éditeurs qui vont travailler sur cette saga. Et du coup, il faut qu'on ait tous les mêmes termes. Donc, comme je disais tout à l'heure pour le flambeau stellaire, on a vraiment mis en place un glossaire qui aura pour objectif d'être utilisé par tous les éditeurs. Et c'est un glossaire qui est validé pour chaque roman, validé par Disney, qui ensuite le retransmet aux autres éditeurs. Et puis ça nous arrive aussi de demander aux autres éditeurs qui sont concernés qu'est-ce que tu penses de tel terme, on risque de le retrouver dans tous les livres, dans tous les comics, comment est-ce que toi tu le traduirais, et puis là on fait un travail ensemble et on choisit ensemble en fait un terme qui plaît à tout le monde et qui convient. Justement, on peut avoir la liste des éditeurs? Alors non, je peux pas trop. Il faut leur laisser le temps à eux aussi de s'annoncer. En tout cas... Bon, j'aimerais juste en avoir un troisième, parce qu'il y en a 2, je les ai. Ah, du coup, non, c'est pas moi qui ferai... J'aimerais savoir s'il y en aura un troisième. Qui ferai d'annonce ce soir. Mais ce qui est certain, c'est que on devrait avoir les 5 ouvrages là devraient arriver en France. Après, ça va être à des périodes différentes. On va pas faire de gros lancements tous en même temps, comme c'est le cas aux États-Unis. Chacun a son rythme. Voilà. Parce que justement, si j'ai une crainte pour la France, c'est à la fois la série de comics jeunesse, puisque Delcourt n'a plus la licence Star Wars, et c'était Delcourt qui publiait le jeunesse jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc ça m'inquiète un peu, même si Panini Comics lance pour la première fois des comics un peu plus jeunesse, quelque chose qui n'était pas leur cœur de publication jusqu'à présent. Mais aussi, là où j'ai un peu plus de crainte aussi, c'est le roman jeunesse. Est-ce qu'on aura la chance de le voir chez la Bibliothèque Verte, puisque c'est plutôt la Bibliothèque Verte qui publie ce genre de roman Star Wars en France, ou est-ce qu'il pourrait arriver chez Pocket, comme ça a déjà été le cas, je pense, pour les légendes de Luke Skywalker, si je ne me trompe pas, qui était un roman jeunesse et qui a été publié chez Pocket et Tout pas ce que chez je peux vous dire, c'est que c'est pas nous qui le ferons. Voilà. D'accord. Comment moi j'ai une autre question. Il y a un super patrimoine Star Wars dans l'histoire de Pocket, puisque c'est vous historiquement qui avez tout publié, avec aussi Fleuve. Comment est-ce que vous réfléchissez à mettre en avant cette collection-là, les cultes, enfin les romans cultes, est-ce que vous pensez à mettre en avant cette histoire aussi qui fait partie de l'histoire de Pocket et de Fleuve? Alors il y a eu beaucoup de travail qui a fait dans ce sens-là avec la parution d'intégrales. Je ne sais pas si tu les as vus passer, Lloyd. Des intégrales sur plusieurs séries de livres. Pas les plus longues, parce que forcément, les séries de 20 livres en intégrale, c'est compliqué. Donc, il y a eu plusieurs intégrales là qui sont sorties. Tu parlais de la croisade noire du Jedi Fou, elle est sortie en intégrale.
On a eu aussi l'intégrale de la trilogie de Han Solo. On a eu qu'est-ce qu'on a eu d'autre Académie Jedi, je crois. L'Académie Jedi, exactement. La main de Trône et Dark Bane. C'est ça, Dark Bane et la main de Throne. Donc il y a eu plusieurs petites séries, trilogies, duologies qui sont sorties comme ça sous forme d'intégrale. Et vraiment l'idée c'était ça, c'était de pouvoir ressortir ces livres-là de Fleuve Noir, les ressortir chez Pocket. Donc voilà, ça a été dans les dernières années. On a aussi fait des réimpressions l'année dernière de 2 romans qui étaient épuisés pour pouvoir permettre aux gens de compléter leur série justement. Et il y a également un projet pour l'année prochaine qui consiste à rendre certains livres qui sont épuisés et qui ne peuvent pas être dans le cycle des réimpressions habituelles par un circuit de très court impression, en fait les rendre à nouveau disponibles aux lecteurs. Et donc ça c'est aussi un projet pour l'année prochaine et qui bien sûr est axé sur le légende parce que ce sont ces titres-là qui sont épuisés la plupart du temps. Puis l'année dernière, on a eu la chance de revoir un titre légende publié, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans, je crois. Voilà, Chevalier errant, presque 3 ans, oui. Ça faisait presque 3 ans qu'on n'en avait pas eu de nouveau. Il y en aura un encore l'année prochaine ? C'est pas prévu pour le moment, non. D'accord. Et justement, si je dis pas de bêtises, cette année, on a eu un livre de plus par rapport aux autres années, puisqu'on en avait 6, plus un grand format. Cette année, on en a eu donc 7. Et tu viens de nous dire que La Lumière des Jedi serait publiée en mars, En Pleines Ténèbres en avril. Donc on aurait 2 livres en 2 mois, ce qui arrive pratiquement jamais chez Pocket, puisqu'on a un livre tous les 2 mois normalement. Donc est-ce que le planning de parution de l'année prochaine va être un peu accéléré pour avoir plus de titres que certaines d'autres? Alors là, le début d'année va être riche en effet avec La Haute République. L'idée c'était vraiment d'avoir ces livres-là qui sortent rapidement. Voilà, donc il y aura même un roman en février. Donc on va avoir février, mars, avril, un roman par mois. Donc voilà, ce roman en février, c'est Leia, princesse d'Alderaan. Certains l'avaient déjà vu passer sur Internet par Amazon. Donc voilà, ce début d'année va être très riche. Et puis, mais le reste de l'année sera aussi très chouette. Et en effet, on est plutôt sur du 7 titres par an désormais, c'est acquis. Voilà, donc une augmentation de 6 à 7. Et puis, en sachant que là, cette année, on va encore sortir la novélisation qui était sortie en grand format de l'épisode 9. Mais l'année suivante, du coup, il n'y aura pas de novélisation. Donc, ça fera potentiellement un titre de plus qu'on pourra ajouter à la collection. Bah, à la limite, tu l'as dit tout à l'heure que vous alliez avoir un délai très court de 2 mois pour sortir les premiers romans de la première vague, mais on sait déjà qu'il y a une deuxième vague de prévue pour août, je crois, aux États-Unis. Est-ce que vous allez suivre le même rythme ou est-ce que vous allez un peu calmer le jeu en France, tout simplement? Alors oui, ça va être difficile. En fait, si on voulait sortir les romans vraiment en même temps pour tous, ça faisait 4 livres à sortir sur La Haute République en 1 an. Ouais. Ça faisait vraiment beaucoup. À un moment, on avait réfléchi à faire avec Outre-Fleuve. Vous savez que chaque année, en général, on sort un roman Outre-Fleuve. Et cette année-ci, avec la Covid, c'était trop compliqué en fait de pouvoir prévoir à l'avance comme ça la sortie d'un livre. Outre-Fleuve ne sort pas beaucoup de titres. Et donc, du coup, la place pour un livre Star Wars n'a pas pu être conservée. Et parce qu'il y a eu donc des décalages à cause du Covid. Et on a décidé en fait qu'on pourrait pas sortir les 4 livres là d'un coup cette année-là, mais que par contre il fallait qu'on soit présent pour le lancement. Par contre pour la suite, ça prendra un petit peu plus de temps, on sera pas aussi au taquet, mais voilà, il faudra que les gens ils aient le temps de les lire, de lire les autres livres qui vont sortir, qui vont être passionnants aussi. Donc voilà, après on prendra un peu plus notre temps. De toute façon, on part sur du long cours. La Haute République, on est parti sur plusieurs années. Donc voilà, ça va se déployer gentiment, il n'y aura pas de problème, mais on voulait vraiment être là présent pour le lancement.
Ouais, bien maintenant qu'on a mis en place l'histoire, le contexte historique, les personnages de la Haute République, je vous propose qu'on ouvre un peu plus la discussion sur les attentes, les avis de chacun et surtout sur la place que cette saga littéraire elle a dans la franchise. Et donc, je laisse la parole à Lloyd pour animer cette discussion. Ouais, alors il y a les livres de la Haute République posent pas mal de questions et il y a un véritable renouvellement de la franchise littéraire. Donc ça, c'est une super nouvelle pour les fans. Mais justement, la question, c'est est-ce que finalement ces livres peuvent donner une nouvelle dynamique aussi forte que certains jeux vidéo ou encore la série, je pense à Mandalorian ou même aux animés qu'il y a eu avant Rebels et puis Clone Wars. Et donc du coup, c'est un peu ça la question que j'ai posée à nos amis qui sont présents. Absolute, toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que les livres peuvent relancer un intérêt comme ils avaient relancé un intérêt au début des années 90? Je pense vraiment que ça peut intéresser pas mal de gens. Je le vois à mon niveau quand je fais des vidéos. Il y a quand même pas mal de gens qui s'y intéressent. Malgré tout, je reste assez mesuré parce que je sais que les livres, c'est quand même un marché un peu restreint, encore plus en France. Donc je pense que ce sera une réussite parce qu'il y a quand même beaucoup de communication autour. Mais malgré tout, je reste mesuré sur mes attentes et tout ça. Voilà. De ton côté, Yann, toi, tu en penses quoi? On a la chance d'avoir, on va dire enfin un projet qui va s'étaler sur plusieurs livres. Bon, on a déjà eu une ou deux trilogies qui se battent en duel, mais on va avoir quelque chose de structuré sur plusieurs livres. Donc à la fois ça va donner quelque chose d'ampleur, avec une belle ampleur puisqu'on est sur une période vierge, donc on peut se permettre des choses qu'on peut pas se permettre à l'époque des films ou des séries. Et en plus de ça, en plus de l'ampleur, on a quelque chose qui va durer sur plusieurs années, que ce soit dans l'univers Star Wars ou dans le nôtre, puisque on a déjà une phase 1 avec 3 livres et 2 comics, et il y a une phase 2 qui est déjà annoncée. Alors Lucille, toi t'es juge et partie, entre guillemets, puisque c'est toi qui as la lourde tâche de les publier, ces fameux livres. Qu'est-ce que tu en attends de ton côté? D'ailleurs, est-ce que tu peux même critiquer les livres Star Wars dans ton contrat? C'est possible? Ah oui, alors je peux avoir un avis propre, ça c'est sûr. Après, j'irai peut-être pas crier sur les toits que j'aime pas tel livre. Je vais avoir tendance toujours forcément à tirer le bon qu'il y a dans chacun. Un petit peu comme avec Anakin et avec Kylo Ren, on essaye de voir ce qu'il y a de bon en eux quand même, qui reste bon en eux. Mais de toute façon, pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'était vraiment très très bon. Donc voilà, vous pouvez me croire, c'est très bon. Après, pour répondre à ta question, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une année là, 2021, qui va être assez vide pour ce qui est de tous les autres les autres médias. Il va y avoir quelques séries et sans doute des jeux vidéo qui vont se prolonger, etc. Donc on va parler bien sûr de Star Wars dans les autres médias, mais on a quand même un vide là qui est lié entre autres à la pandémie de Covid, qui fait qu'on a quand même eu un arrêt au niveau des tournages de plusieurs mois. Et on va voir les prochaines séries, les prochains films arriver plus tard que prévu. Et donc là, il y a vraiment un endroit où la Haute République peut prendre son ampleur. Et ça, je trouve que c'était pas prévu, mais que ça tombe très très bien. On va avoir une année 2021 où ça va être possible pour les bouquins d'exister au-delà des films et des séries. Et ça, c'est vraiment précieux. Est-ce que vous pensez tous les trois qu'on peut retrouver une forme d'âge d'or? Parce que c'est vrai je l'ai rappelé tout à l'heure, mais c'est vrai que quand les premiers livres sont sortis, il y avait un véritable renouvellement et il y avait des nouveaux personnages. C'est là où notamment l'amiral Thrawn est apparu. Donc on considère que les premières trilogies, notamment de Timothy Zahn, sont considérées comme un peu l'âge d'or des livres. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver cet âge d'or-là? Est-ce qu'ils vont aussi faire appel à des nouveaux auteurs qui font déjà peut-être de la SF, mais qui sont pas forcément, qui n'ont jamais encore travaillé sur l'univers Star Wars? Absolute, toi tu en penses quoi? Je vais être un peu pessimiste, mais au moment des années 90 et 2000, le Legends, donc c'était quelque chose de très important, mais surtout, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient à peu près dans les livres. Et maintenant, avec Disney, on sait que la priorité, ce sera quand même plutôt les séries et les films, j'imagine. Et j'ai peur qu'ils ne cantonnent l'univers littéraire qu'aux œuvres un peu secondaires, donc c'est ce qui m'inquiète un peu. Après, on aura évidemment la Haute République pour commencer, et j'espère qu'on aura d'autres trucs un peu importants, mais je pense qu'ils vont mettre en priorité les séries et les films, donc ouais, je sais pas trop quoi penser pour le moment. Yann? Je pense que la Haute République va être un nouvel mini âge d'or,
propre à cette période, c'est-à-dire que de ce qu'on a déjà pu lire sur ces livres-là, ou les extraits qu'on a pu lire, on a vraiment un mini-univers au sein de l'univers Star Wars, qui crée vraiment un casting. Moi je prends des notes en lisant les bouquins, j'en suis déjà à avoir noirci des dizaines de pages juste avec les personnages qui apparaissent, donc on a déjà un casting qui est gigantesque, qui est incroyable, et donc on a ce mini-univers qui vient d'être créé au sein du grand univers Star Wars, et donc je pense que toutes les œuvres qui vont graviter autour de ce mini-univers vont créer d'une part un certain nouvel âge d'or, mais seulement si le succès est au rendez-vous, et je parle pas d'un succès critique mais d'un succès commercial, pour que ça se prolonge et qu'on continue à avoir d'autres œuvres, parce que si demain ces livres se vendent pas, et la période va s'arrêter net, et ce qui s'annonçait comme un renouveau finalement aura été un coup dans l'eau. Et en même temps, c'est vrai qu'on en parlait avec Lucille en off. On a eu des annonces récemment, et notamment The Acolyte, pardon, qui a été annoncé par Disney, donc une série en live action qui va se passer justement dans la Haute République. Donc du coup, je suppose que ça va être aussi intéressant. Lucille, on va quand même utiliser cet univers pas que dans les livres, c'est ça qui est aussi rassurant. Mais c'est là où ils sont malins, c'est qu'avec cette annonce de série, ils vont dire aux gens qui d'habitude regardent les séries mais lisent pas les livres, voilà, on va avoir quelque chose sur la Haute République, donc commencez à creuser le sujet d'ici que la série sorte. Il y a les livres qui sont là et qui vont développer ça. Et donc ça, c'est très malin. Nous, on espère vraiment que cette saga littéraire, elle va pouvoir exister d'elle-même, et elle va fonctionner parce que les livres sont bons, parce que les lecteurs vont vraiment y trouver leur compte. Et voilà, pour rebondir sur ce que disait Absolute, je pense qu'il y a vraiment là l'occasion pour que justement les livres trouvent leurs lettres de noblesse, et qu'ils soient vraiment moteurs pour cette période-là. Et que ça donne l'exemple aussi pour les autres périodes qui sont abordées dans les romans, que les livres, ça soit... Je pense que Disney s'est rendu compte que les auteurs pouvaient être vraiment un outil précieux, et que ça soit eux qui créent les histoires et qui prennent le temps, en fait, comme on a pu voir, là, ils ont pris un temps fou, en fait, à façonner toutes ces histoires. Que ça soit ça, en fait, qui soit moteur désormais dans la création chez Lucasfilm. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment les sites vont être traités, puisque c'est vrai qu'avant on avait deux modèles qui étaient soit le modèle The Old Republic, donc ça veut dire que les sites ont des centaines de soldats, il y a des planètes, il y a des batailles rangées avec des milliers de guerriers Jedi et Sith. Puis après on est passé ça a été fait de l'autre côté, mais il y a toute la partie donc de Star Wars où il y a entre guillemets le maître et l'apprenti, donc deux Sith qui depuis plusieurs siècles ils ont une tactique de se cacher pour faire revenir un nouvel âge d'or Sith. Absolute, toi t'en penses quoi de la gestion des Sith et comment ils vont être, de ce que tu as pu entendre en fonction de la Haute République et puis de The Acolyte, toi tu penses de comment ça va être géré la question Sith? Visiblement pour le roman, pour le moment on est concentré sur les Nihil. Après la question c'est de savoir s'il n'y a pas un ou plusieurs Sith derrière toute leur machination. Après, visiblement, avec The Acolyte, on va s'en rapprocher, mais on a très peu d'infos dessus, donc c'est compliqué à voir, mais vis-à-vis de la période, si on compare par rapport avec le Legend, on doit se rapprocher de Ténébrous, Plagueis, tout ça, donc peut-être qu'on va avoir quelques petits clins d'œil, donc ouais, j'ai hâte de voir ça aussi, de découvrir comment ils vont gérer ça. Et Yann, toi, sur les sites? J'ai une crainte quand même sur la série, c'est que j'ai pas envie que la série devienne le point final de cette période, parce que ça voudrait dire que tous les livres qu'on aurait qui se passeraient avant, finalement, on serait de nouveau sur c'est un voyage qu'on a dans les romans, mais on sait comment ça finit avec la série. Donc j'ai un peu peur de ça, notamment que la série, si c'est le point final avec des sites dedans, ça viendrait dire que finalement, dans tous les romans qu'on a eu avant sur la période, finalement c'était les sites qui étaient là derrière depuis le début, et la série évente un peu ce secret, un peu ce spoiler, un peu cet événement, et donc j'ai un peu peur de ça. J'aimerais bien, si les sites ont une part importante dans la série, que dans les romans finalement ils en soient absents pour laisser ce mini-univers littéraire faire son propre chemin. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvera quelques personnages. Un est sûr qu'on va le retrouver, c'est notamment Yoda.
On a déjà vu des images, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on sera non plus, on va retrouver quand même quelques personnages et c'est ça qui va être aussi plaisant, je pense. Toi, Lucille, t'en penses quoi, The Acolyte, tu hypé? Alors oui, carrément. Mais après, deux détails, c'est déjà on nous parle de la fin de la Haute République et on ne sait absolument pas quand c'est la fin de la Haute République. Est-ce que c'est quelques années avant la menace fantôme? Est-ce que c'est 100 ans avant? Est-ce que on est... Enfin voilà, je pense qu'il peut se passer énormément de choses dans les romans de la Haute République sans que ça vienne empiéter en fait sur cette série. Ça peut être vraiment un nouveau synopsis complètement voilà. Alors, en plus, qui pourrait être Sith à cette époque-là? On peut penser bien sûr à Dark Plagueis et voir comment petit à petit les choses se mettent en place pour la menace fantôme et la suite. Une autre chose intéressante, c'est que les acolytes, en fait, c'est un terme qui existe déjà depuis quelque temps dans l'univers étendu. Il s'agit donc non pas de Sith en tant que tel, mais souvent des serviteurs de Sith. Il faut pas oublier aussi que le personnage principal de cette série devrait être féminin. Parce que donc il s'agit de Leslie Headland, la réalisatrice, et elle a déjà parlé de sa série en disant qu'il y aurait des personnages féminins forts, au moins un. Donc on peut penser que cette acolyte sera une femme. Ça nous fait penser tout de suite à des gens comme Assa Ventress. Alors ça sera pas forcément Assa Ventress, mais par contre c'est un des personnages qui est acolyte dans l'univers étendu, c'est Assa Ventress. Et je vous conseille d'ailleurs la lecture de ce livre, Le côté obscur, et dans ce livre justement on nous explique ce que sont les acolytes noirs ou les acolytes Sith comme on les appelle. Ils expliquent quels sont les différents personnages qui peuvent être appelés acolytes, et on se rend compte que c'est pas forcément tous des forceux d'ailleurs. Ça peut être par exemple Grievous parfois le général Grievous est considéré comme un acolyte. Mais ils ont tous comme spécificité en général de se servir de sabres laser, comme les inquisiteurs aussi également. Et on peut voir d'ailleurs sur le logo de The Acolyte qu'il y a un coup de sabre laser sur le titre. Donc voilà, à mon avis, beaucoup de choses qui peuvent être très riches dans cette série, sans pour autant venir empiéter sur la Haute République. Ouais, et puis on a envie d'en savoir beaucoup plus sur en tout cas l'historique de la Haute République. C'est vrai qu'on aimerait bien savoir à quel moment ça s'arrête, enfin, qu'est-ce qu'on considère comme ce qui n'est plus la Haute République, puisque c'est considéré comme l'âge d'or, mais forcément il doit y avoir un événement marquant qui doit marquer cette fin d'âge d'or. On parlait de grands désastres aussi, qui est censé être un des grands moments de cette Haute République-là. Donc il y a toute une temporalité qui va être intéressante aussi à voir, et puis ça se trouve, on va peut-être aussi, grâce à cette période, un peu plus découvrir la vie de Yoda, vu qu'on va dire qu'il y a une certaine hype qui revient autour de la race de Yoda grâce à Mandalorian. Donc on va peut-être pouvoir explorer un peu plus cette race-là, quoi. Toi, Absolute, t'es sur les autres annonces qui ont été faites, il y a quelque chose qui te tente plus que les autres Bah, y a Obi-Wan, bien sûr, même si bon, on est au courant depuis un certain temps. Il y a l'annonce de Patty Jenkins pour réaliser Rogue Squadron. Ça m'a surpris. Et, je suis vraiment très intrigué en plus, visiblement, vu la vidéo qu'elle a sortie sur Twitter. Ça a l'air d'être un sujet qui lui tient à cœur. Donc ouais, j'espère retrouver la même vibe que pour Rogue One avec les combats spatiaux, tout ça. Ouais, j'ai hâte. Ça, c'est le truc qui m'a le plus Yann, qu'est-ce qui t'a le plus hypé? Moi, je pense que ça reste quand même Acolyte parce que c'est ce qui se détache le plus de toutes les périodes déjà explorées jusqu'à présent dans le canon actuel. Même si Ahsoka m'intrigue beaucoup parce qu'il est entre guillemets temps de mettre un point final un peu à toutes ces histoires laissées en suspens par Filoni. Donc j'ai beaucoup d'attentes pour Ahsoka, mais celle que j'attends le plus, c'est Acolyte. Lucille, Acolyte aussi de ton côté, ou t'as un autre coup de cœur pour quelque chose qui t'a donné envie? Acolyte et Ahsoka, comme Lane. En fait, vraiment aussi, je veux voir où il nous emmène avec Thrawn. Et voilà, j'aimerais bien aussi qu'on retrouve ce personnage-là en dehors de Rebels et des romans. Et ça serait vraiment chouette de lui donner toute sa place. Et puis pour voir Sabine. Je vais pouvoir dire un autre quand même. Moi, c'est Lando que j'attends le plus. C'est le meilleur des personnages, c'est Lando Calrissian, voilà, depuis longtemps. Mais non, je plaisante. Mais c'est vrai que j'attends beaucoup moi de Lando, parce que je fais partie des gens qui ont bien aimé, je fais partie des rares qui ont bien aimé Solo. Ah non, moi aussi. Qui ont été bien divertis par Solo, et je me dis que bon bah vu le plantage de Solo, je suis pas sûr qu'il y aura une suite, mais en tout cas ça peut être sympa de peut-être continuer à suivre les aventures de
Lando et de Solo plus jeunes grâce à la série Solo. Donc ça me donne pas mal envie. Puis bah évidemment Obi-Wan, c'est vrai qu'avec l'annonce, le retour de Hayden Christensen, ça fait quand même plaisir de voir qu'il ressortent l'acteur. Donc ça risque d'être aussi hyper intéressant. Et pour revenir rapidement sur The Acolyte, il y avait une petite question que je me pose, c'est est-ce qu'on aura le droit à un des auteurs justement de la Haute République qui s'occupera des scénarios? Et je pensais entre autres à Claudia Gray qui pour l'instant n'a pas de roman prévu pour la deuxième vague. On a vu que tous les autres allaient s'occuper, se répartissaient en fait les livres pour faire un tome 2, mais pas Claudia Gray. Alors est-ce qu'elle serait en train de travailler sur les scénarios de cette série? Ça serait vraiment passionnant. Et qu'il soit intégré comme ça pleinement dans la création de cette série-là, ça serait génial. Bah c'est sûr que vu comment The Mandalorian a bien fonctionné avec Dave Filoni. Alors du coup, ce qui est marrant, c'est que lui va revenir avec une nouvelle série, hein, si j'ai bien compris. Et du coup, je sais, ça a l'air beaucoup moins sexy que Mandalorian, bizarrement. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Absolute, Yann et Lucille. La série animée? Ouais, qui a été The Bad Batch. Ouais. Bah au début j'étais moyen hypé, on va dire, parce que j'ai pas été fan de l'arc de la saison 7 de The Clone Wars sur ces personnages, mais avec la bande-annonce, ça a fait son petit effet quand même. On retrouve un peu des souvenirs de Imperial Commando, du Legends, donc j'ai hâte de voir où ça va nous mener, ça aussi. Ouais, bah c'est ça que j'espère, c'est que ils aient l'audace d'en faire quelque chose de bien sombre sur les premiers jours de l'Empire, quitte, j'aimerais bien les voir chasser un Jedi, quoi. Ça serait quelque chose de couillu à montrer dans une série animée, montrer des anciens gentils qui dans leur tête sont toujours gentils, en train de traquer un gentil tout court. Ça serait quelque chose d'intéressant à faire, donc j'espère qu'ils auront l'audace d'en faire quelque chose d'un peu sombre, comme ce qu'on a pu découvrir en Legend dans Imperial Commando par exemple. Ouais, tout à fait. Lucille ? Alors moi je voulais vous présenter du coup rapidement les titres qu'on a eus l'année dernière chez Pocket. On a eu entre autres donc le roman Ahsoka, donc voilà, ce fameux roman qui nous parle du personnage d'Ahsoka qu'on va retrouver donc dans une nouvelle série à la suite de The Mandalorian. Donc voilà, roman par E.K. Johnston. On a eu également le roman Renaissance qui permet de faire le lien avec les deux derniers films, l'épisode 8 et l'épisode 9. On a eu droit à un nouveau roman Legends Chevalier errant qui a été publié aussi cette année, ainsi que le roman Solo, la novélisation. Donc tu vois, ça c'est pour toi Lloyd, je te l'enverrai si tu veux. Il faut que tu lises, il est vraiment très très bon. Et nous avons eu également, qui vient de sortir, donc Throne Trahison, le 3e tome d'une trilogie. Premier tome, 2e tome, Throne et Throne Alliance. Donc 3e tome qui vient d'arriver, c'est la conclusion de la trilogie. Et voilà, qui tombe à point nommé aussi pour la série The Mandalorian. Et le retour du grand amiral Throne. Voilà, donc du coup pour l'année prochaine, comme je vous ai dit, on aura un premier roman en février qui sera Leia, princesse d'Alderaan, qui est fort attendu, là aussi de Claudia Gray, donc le 25 février. Fin mars, on aura donc le droit, comme je vous disais, au lancement de la Haute République chez Pocket, donc La Lumière des Jedi de Charles Soule. Fin avril, on aura En pleine ténèbres, toujours de Claudia Gray. Voilà, c'est sa grande année chez Pocket, Claudia Gray. Et puis le dernier que je vous annonce aujourd'hui, c'est au mois de juin, on aura le droit à Chute libre, un roman sur Poe Dameron, qui est écrit par Alex Segura et qui nous raconte le passé de ce passeur d'épices découvert dans l'épisode 9. Voilà, Poe Dameron, qui sera mis à l'honneur. Et puis, je pouvais pas terminer sans vous faire un petit cadeau de Noël. Voilà, c'est la saison. Donc, comme cadeau, en fait, on va vous offrir le premier chapitre de La Lumière des Jedi de Charles Soule, qui sera diffusé dans les tout prochains jours sur différents sites partenaires. Donc voilà, qui vous permettra de découvrir en avant-première les aventures de nos bien-aimés Jedi dans la Haute République.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette table ronde sur la Haute République et sur les publications 2021 de Pocket. Donc, un grand merci à toi, Eloy Ferry, journaliste au Point, et puis tu fais aussi plein d'autres choses. Est-ce que tu as une petite actu? Ouais, il y a toujours le podcast C'est plus que de la SF, donc c'est un podcast hebdomadaire sur la science-fiction. J'interviewe un spécialiste ou un auteur de SF toutes les semaines. Et puis, je viens de sortir un magazine MOOC sur Dune. Donc c'est un gros bouquin de 256 pages qui analyse le classique de Frank Herbert. On parle pas mal de choses. Il y a Denis Villeneuve qui est à l'intérieur, il y a Jodorowsky, et surtout il y a un article qui compare Star Wars et Dune. Pourquoi Star Wars a marché avec le grand public, notamment au cinéma, et pourquoi Dune n'a pas marché avec le grand public. Et c'est Nicolas Allard qui avait écrit un essai autour de Star Wars qui fait un super parallèle hyper intéressant autour des deux grandes sagas de science-fiction. Donc merci à toi, Lei Nang-Su, donc staffer pour Star Wars Universe, particulièrement spécialisé dans l'univers étendu, qu'il soit Legends ou canon. Lei, toi aussi, des actus? En plus de toutes les activités courantes qui consistent à suivre toutes les sorties hebdomadaires de Star Wars, en janvier pour la Haute République, à mon avis on va partir sur une bonne semaine, voire même 2 bonnes semaines d'actu quotidienne pour traiter différents points de la période, parce que pour être honnête avec vous, j'ai déjà pris beaucoup de notes sur mes lectures, donc il y aura matière à en parler pendant un petit moment, et puis on se fera un plaisir de ressortir toutes ces actus quand Pocket commencera sa publication un peu plus tard dans l'année. Merci, et merci à toi Absolute, donc youtubeur émérite avec sa chaîne sur YouTube. Rappelle-nous l'adresse à laquelle on peut la trouver. Il suffit d'écrire Absolute tout simplement dans la barre de recherche, vous pouvez rajouter Star Wars pour être sûr. Et puis sinon, en ce moment, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch où je me suis lancé tranquillement pour parler de The Mandalorian. On reste dans l'actualité. Donc voilà, si vous voulez passer des petits moments de chill, ça sera sur Twitch. D'accord, un grand merci encore une fois à tous les trois. Et puis, je vous souhaite de très bonnes vacances de Noël, ainsi que de très belles lectures. Au revoir à tous. Au revoir. Merci, au revoir.